Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée exceptionnelle qui est pour fêter l'art à l'hôpital. C'est pas tous les jours qu'on a ça et on est très fiers de vous avoir tous aujourd'hui. Donc, mon intervention, elle va porter sur... On va essayer de voir ensemble comment l'art, il est au-delà du loisir, au-delà de la distraction, et comment il peut devenir, et il est, vecteur d'humanité, qui va conférer une dimension humaine indispensable aux soins, voire un outil thérapeutique, donc, qui va être en synergie avec la médecine, avec la science, pour d'une part accompagner nos patients et d'autre part enrichir notre propre pratique en tant que soignant. Alors d'abord un petit détour par Carl Rogers, ce psychologue humaniste nord-américain qui était parmi les premiers à mettre l'accent sur la personne et son expérience dans cette relation soignant-patient, où le facteur central était l'humain dans cette relation-là. Et comment il a il a insisté sur trois éléments importants que sont l'écoute, la bienveillance, le non-jugement. Je rajouterai aussi l'authenticité pour créer un climat qui permet la transformation, voire la guérison. Et donc l'art, en thérapie, il peut devenir ce support d'échange et d'expression. Et je n'ai pas résisté au fait de vous mettre ce qu'il nous a dit sur l'empathie. Donc être empathique, c'est voir le monde à travers les yeux de l'autre et ne pas voir notre monde se refléter dans ses yeux. Alors, l'autre repère que j'ai trouvé intéressant, c'est Donald Winnicott, donc un pédiatre et psychanalyste anglais cette fois-ci, qui nous parle du jeu et de cet espace transitionnel. Donc un espace qui est entre la réalité et l'imaginaire, qui est indispensable et nécessaire pour se construire et se réparer. Et l'art, encore une fois, l'art et la créativité, elle va agir dans ce même espace et elle va permettre d'exprimer, de transformer, de déposer des choses difficiles. Et donc il nous dit ici, tout compte fait, notre théorie présuppose que vivre créativement témoigne d'une bonne santé et que la soumission constitue, elle, une mauvaise base de l'existence. Donc la soumission ici, c'est la soumission à la maladie, à la contrainte psychologique, à la détresse et finalement tout type de soumission. Alors j'attire votre attention sur une petite différence. Alors parfois on fait un petit amalgame, qui est la différence entre qu'est-ce que l'art-thérapie et l'art de manière globale qu'on va intégrer dans le soin. Alors la différence, elle est subtile, mais elle est là. Donc l'art-thérapie, c'est une vraie approche thérapeutique qui est prouvée, une démarche clinique. On va avoir un élément à mesurer, donc un impact mesurable, et qui va être délivré par l'art-thérapeute, donc un professionnel formé. Alors l'art intégré dans le soin, il va suivre une approche qui est moins formelle. Alors, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une différence qui va être délivrée par un animateur, un bénévole, un artiste, et dont l'objet est l'humanisation des soins, d'adoucir le quotidien et créer du bien-être. Alors, on va voir quand même par la suite que ça peut aller au-delà du bien-être global, mais ça peut être également mesuré et donner des bénéfices sur des éléments bien précis. Alors, il y a plusieurs formes d'expression artistique incluses dans l'art en thérapie, et pour le coup, ces formes d'expression sont communes aux différents types d'interventions artistiques qu'on va mettre en place. Donc, la musique, la danse, qui va stimuler les émotions, favoriser la communication non verbale. Il y a la poésie, la littérature, l'écriture, qui va permettre l'expression structurée de sentiments complexes, encourager la réflexion personnelle, le partage d'expériences. Et puis il y a le théâtre, le cinéma qui va
grâce au fait d'exploiter ces rôles, va créer des relations sociales qu'on peut transposer un petit peu entre patients et soignants. Et bien sûr, il y a plusieurs autres formes d'expression artistique, dont la peinture, etc. Alors maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi l'art? Parce que l'art, il est bénéfique. Il est bénéfique à différentes échelles. Il est bénéfique pour les patients. Et on a des études qui corroborent ce fait. Hein. Ce n'est pas uniquement notre imagination. Il y a des études, beaucoup d'études. Alors, je vous ai mis là une méta-analyse. Donc, c'est une grande étude qui va inclure plusieurs études. Ici, on a 6 à 7 études qui ont été évaluées sur des critères précis. L'anxiété, la dépression, la qualité de vie, la douleur et la fatigue chez des patients qui sont suivis pour un cancer. Et on voit que, donc ça, ici, c'est quel que soit le type d'intervention artistique. Et l'intervention a été délivrée pas uniquement par des thérapeutes, mais également par des artistes ou des bénévoles. Donc il y a tout type d'intervenants, tout type d'expression artistique, mais on a un objectif précis qui est celui d'améliorer les critères les plus gênants pour des patients atteints de cancer. Et ce qu'on démontre, là je vous ai mis cette slide pour vous montrer que tout est du côté favor intervention, donc tout est favorable avec une amélioration de tous ces critères-là. Alors ce qui est intéressant à retenir que je n'ai pas écrit, mais déjà, mon Dieu. Donc ce qui est intéressant à retenir, c'est que ces interventions ont été données par et les thérapeutes et les non-thérapeutes, et le bénéfice était bien pour les deux. Voilà, donc c'est pas parce qu'on n'est pas thérapeute formé qu'on n'apporte pas quelque chose de bénéfique. Et puis, il y a d'autres études sur la fin de vie, etc. Là, je donne un exemple d'initiative à Saint-Louis. Il y a la médiathèque de l'hôpital de Saint-Louis. On a l'équipe de la médiathèque qui est là, qui va vous parler un petit peu plus en détail sur leurs initiatives sur la culture. On a l'intervention d'associations dans les services, notamment l'association Tournesol qui va intervenir au chevet des malades. Et puis, ce qui me tenait à cœur de vous transmettre aujourd'hui, c'est que l'art et la culture, elle est aussi importante dans la formation de nos médecins et de nos soignants. Et là, il y a pléthore d'études. Hein. J'en ai mis quelques-unes en bas, mais il y en a énormément qui ont démontré que développer des compétences transversales, aider à résoudre des problèmes complexes, à mobiliser des savoirs complémentaires aux savoirs techniques, que ça permet d'avoir une culture générale avec des cours d'histoire de l'art, des cours d'histoire de l'art, des humanités, de la littérature, que la médecine narrative, elle va permettre l'apprentissage de l'écoute et de l'interprétation des récits de patients, et que globalement, des médecins formés, mais ça peut être au-delà des médecins, hein, c'est tout soignant formé à l'art, il va développer une meilleure relation avec le patient, avec une intelligence analytique, émotionnelle, créative et pratique. Et c'est tellement convaincant que l'Académie nationale de médecine s'est saisie de tout ça pour nous sortir un rapport qui est sorti en décembre 2024, il est très récent, où elle met l'accent sur la culture générale et l'art comme pilier d'une médecine humaniste. Et elle va conclure son rapport en nous disant que l'Académie nationale de médecine considère que la relation entre la déshumanisation de la relation médicale et le déclin de la culture générale s'établit en grande partie sur la chute de la lecture. On va y revenir sur la lecture et l'intérêt avec les autres intervenants. Que l'humanisme médical n'est pas directement dépendant de la culture générale, mais plutôt d'un type de comportement fondé sur le décentrement de soi-même et la présence effective qui va faciliter l'accès à l'empathie et à la subjectivité du patient, hein, ce que nous disait Carl Rogers. Que la culture générale confère néanmoins toute sa dimension à la constitution du médecin humaniste, et que voilà, qu'il y a une nécessité de développer un département universitaire de philosophie et de pédagogie de la santé qui va délivrer un corpus culturel commun à tous les étudiants pour les former à la culture, à l'art, et par conséquent améliorer la qualité de leurs relations médicales et la qualité des soins.
Et puis, bien sûr, un bénéfice sur les patients. Je ne reviens pas sur la relation soignant-soigné, de la créativité clinique. Je pointe du doigt le fait que l'art va prévenir l'épuisement et réduire le stress des soignants et le stress professionnel de manière générale. Qu'on est conscient de ça au sein de l'association Lumière au cœur du soin et que on a développé, grâce à Denis Méchali et à Francis Joubert, donc, un groupe de lecture et de réflexion au sein de l'hôpital avec des fils rouges. Et je vais les laisser s'exprimer juste après pour nous parler de leur expérience et puis vous faire en live un partage de lecture pour que vous voyez un petit peu comment cela se passe chez nous. Et puis, avant de vous remercier, je conclus donc, et je dirais qu'intégrer ou proposer de l'art, quelles que soient les modalités, c'est aussi soigner autrement, avec plus d'humanité. Non seulement il soutient le patient, mais il nous rappelle à nous, soignants, une chose essentielle, que derrière chaque pathologie, il y a une personne, avec son monde intérieur, ses émotions et son besoin d'expression. Et l'art est souvent un chemin simple et puissant pour ouvrir ce dialogue. Et merci.